J'ai vu que c'était le réalisateur de Blue Valentine et de Place Beyond the Pines. Ça n'a pas l'air du tout d'une comédie fond jaune avec police d'écriture bleue dessus. C'est un film qui est pas du tout construit comme une comédie, qui a heureusement des moments vraiment à hurler de rire. Les dialogues sont extraordinaires. À quel moment dans ce film de Colonies de vacances on parle de transidentité et de récap de la Shoah? Bah alors Félix, le titre il est super ou super moche? Ouais, moi j'aime bien le titre. Et le film? Je suis passé à côté du film, je crois. On commence plutôt par Ghost Dog, qui est une sorte de faux film de gangster qui suit la voie du samouraï sur les toits de New York. Vraiment plein de choses qui font penser à Nos jours heureux. Il y a le truc au musée de la Shoah qui là est beaucoup plus émouvant que le musée de la pantoufle. Mais enfin bref. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Bonne année 2026 à tous les perchés. Cette semaine, comme pendant les fêtes, on est en famille. Jim Jarmusch est de retour avec Father, Mother, Sister, Brother, un film en 3 parties sur les relations entre les enfants adultes et leurs parents. L'occasion de se demander en focus du jour si le cinéaste américain, tel l'oncle cool qu'on idolâtrait plus jeune, a encore des choses à nous dire. Parmi nos cousines, Lise Akoka et Romane Guéret, les 2 réalisatrices derrière Les Pires et Tu préfères, signe Ma Frère autour de deux sœurs de cœur, animatrices dans une colonie de vacances. On profitera également de la rentrée pour rattraper les sorties manquées de décembre. La femme de ménage, adaptation par Paul Feig du best-seller éponyme, Los Tigres d'Alberto Rodriguez, dont on se souvient de L'âme Isla Minima, L'âme idéale, premier long métrage d'Alice Vial, et Un voleur sur le toit, le dernier d'Eric Sayan France, mal prononcé, sorti sur Prime Video. Enfin, pour bien commencer l'année, carte blanche à moi-même en fin d'émission, je vous parlerai du plaisir de prendre les séries en cours de route. Silence moteur, La Perche est dans le cadre, mais on s'en fout, fait de la radio. Action! Bonjour à tout le monde, je tiens à dire que j'ai autant bugué sur cette intro, non pas parce que je suis rouillée pendant les vacances, mais parce que j'ai un gros rhume terrible et que vous risquez de m'entendre tousser à plusieurs reprises. C'est peut-être aussi parce que t'es rouillé, hein. C'est peut-être aussi parce que t'es rouillé, hein. Peut-être les deux, écoute, peut-être les deux, j'ai un pull d'ailleurs couleur rouille. Bonjour Yuri. Quel est le rapport? Je ne sais pas. Alban, il a des lunettes couleur rouille. Oui, salut Alban, salut Manon, salut Félix, salut Rita, salut Laurent, on est presque au complet pour commencer cette année 2026 et c'est quand même très chouette. On va rentrer dans le vif du sujet avec le courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, me plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Oui, Yuri. Avant de lancer le courrier des auditeurs, j'aimerais faire un petit point aussi sur les abonnements, les écoutes et tout ce genre de choses. C'est un peu le petit point statistique qu'on aime bien. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous nous écoutez, parce que j'ai découvert en fouillant dans les statistiques que en fait, la plupart des gens nous écoutent sans être abonnés. Alors, abonnez-vous, en fait, c'est sympa. Sur Apple, sur Deezer, sur Spotify, également sur YouTube. On est disponible en vidéo et vous nous laissez de plus en plus de commentaires. Aussi dire qu'on a eu notre petit Spotify Wrapped à nous et qu'il y a plus de 600 personnes pour lesquelles on est visiblement dans le top 5 des podcasts écoutés. Et, les plus écoutés sur Spotify, ce qui est pour nous assez chouette de savoir qu'il y a un certain nombre, plus que nos parents et nos amis visiblement, qui nous écoutent. Moi, mes parents et mes amis n'écoutent pas. C'est ça, donc en fait il y a vraiment des gens qui nous écoutent et on les salue et on vous invite comme toujours à nous écrire, à dire que vous êtes d'accord et pas d'accord avec nous, et je crois que c'est l'objet de ce courrier, premier courrier 2026. Il fait chaud au cœur et comme il fait très froid. Félix, qui nous a écrit alors pendant les vacances? Je sais pas si ça va faire chaud au cœur, c'est un courrier des auditeurs assez étrange. Je vais commencer par le seul commentaire tranquille. Il y a Nathalie Portman, fan 1817, qui nous a dit Avatar Fire and Ash est un film incroyable, le meilleur film de la série. Donc bien plus sombre, bien plus spectaculaire et plus d'action. Donc il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec la critique qu'on en a fait. Mais je suis d'accord avec cette critique, juste, voilà. Oui, non mais c'est pas mon top moi, de l'année. Vraiment pas du tout. Mais effectivement, écoutez le débat. Yuri incarnait quand même cet avis. En parlant de Yuri, il y a justement quelqu'un qui veut se marier avec toi. Ça par contre, je suis d'accord avec ça. Moi, je comprends pas qu'on n'en ait pas plus de gens qui ont envie de se marier avec nous, du manière générale. Avec marié à Yuri. Avec toi. Yuri, là, on a dit avec moi, à la rigueur, je suis pas forcément le premier candidat, mais je veux dire, il y en a d'autres qui pourraient susciter ce genre de vocation, je pense. Et le meilleur pour la fin, j'écoute votre émission uniquement pour rire face à la bêtise de certains arguments. Merci Sébastien. J'adore ça.
certain prendre- Sébastien. Mais franchement, de tu vois, prendre le genre, temps de- Sébastien. on rate nos vocations, tu vois, genre d'humoriste en fait. On dit de la merde, ça fait rire des gens, c'est cool. de prendre le temps d'écrire ça sur Spotify. J'ai trouvé ça courageux parce que je ne sais pas comment écrire un truc sur Spotify. Mais ça fait partie des gens. Le fait qu'il y ait des gens qui nous écoutent sans être abonnés, je sais même pas comment ils font, parce que comment ils se souviennent qu'on poste. Bah je sais pas, visiblement Sébastien est parti dans un rabbit hole d'écouter haine. tous les épisodes parce qu'il a commenté sur plusieurs épisodes je crois en Ah bon plus. Donc je À chaque fois pour vous insulter. Mais qui Bienvenue a à un toi, ennemi Sébastien. Bah, non, Il prend une chaise. il a commenté un commentaire assez long sur un autre film, je ne sais plus lequel, et ensuite il a dit que franchement il nous écoutait pour la bêtise de nos arguments parce que ça le faisait rire. Mais moi j'ai envie de dire super. Oui, tant c'est mieux. la Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est l'un d'entre nous, quoi. Voilà. Vraiment, genre. Rien à faire. T'as dit c'est l'un d'entre C'est nous. l'un d'entre nous, quoi. Vraiment, qu'il soit la bienvenue. Je trouve ça incroyable. Et bah écoute, c'est l'heure du box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre quoi. Alors, quels sont les films qui ont performé pendant les fêtes? Alors est-ce que c'est très étonnant? Avatar globalement Non. rase tout sur son passage Mais de par feu et de rapport aux cendre. autres Avatars. Par rapport aux autres, c'est un peu moins Hmm. quand même, et même sur le box-office mondial, il risque de faire seulement 1,5 milliard de dollars au box-office. Oh, putain. Ce qui est quand même pas GG quoi pour Papy Cameron qui va devoir retourner au fourneau pour nous sortir le 4e et le 5e volet. Non, le deuxième de ce classement, c'est La Femme de ménage qui en seulement 2 semaines fait 2 200 000 entrées. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont lu le roman et qui Bah veulent oui, voir mais ce c'est film. un énorme best-seller. Ouais, et spoiler alert, je l'ai vu, je Mais vous oui. en parle juste après. Zootopie 3 cumule... Pardon, 2, oui, excuse-moi, il est en vraiment 3e que- position du classement. Bon. Zootopie 2 cumule 7 300 000 entrées au bout de ces 6 semaines d'exploitation, donc c'est gigantesque. Je crois qu'il a plus d'1,5 milliard de box-office. Et globalement, on a une très très belle fin d'année en salle, puisque Le Chant des forêts, un documentaire animalier dont je n'avais jamais entendu parler. Ça, c'est parce que tu regardes pas les programmes. Hein. Voilà, eh bien, fait déjà 600 000 entrées et il est en progression de semaine en semaine et 202 000 entrées sur sa 3e semaine. C'est un documentaire de Vincent Munier, le même réalisateur que La Panthère des Neiges. Ah ouais. Et il va globalement, je pense, taper le million d'entrées. Mais moi, je suis ravie du fait qu'il y ait Chasse gardée qui soit toujours juste derrière. Alors avant, il était juste derrière Zootopie, maintenant il est aussi derrière le Chant des forêts. Voilà, donc vraiment, les chasseurs sont toujours en train de D'ailleurs, talonner les animaux. Je trouve ça excellent. On est à combien de cumuls sur les chasseurs? Les chasseurs, à peu près 1 900 000, 992 000. Ouais, en vrai, je pense que pour beaucoup de gens qui font de la comédie française un peu basique, Oui. ils sont contents. Tu vois, Alors ils après, respirent un ce tout petit peu, film-là, quoi. il est fait pour faire globalement des gros scores sur TF1 Oui. quand il va être diffusé, mais Oui, en bien effet, sûr. c'est pas mal. Le film avec Didier Bourdon. Ouais. Ouais. Ah oui, ok. Voilà. Et non, mais donc globalement, la fin d'année était plus reluisante, on va dire, que enfin le début fin d'année / début d'année 2026 ont été plus reluisants que globalement les dernières semaines de 2025. Mais ce qui nous fait toujours dire que quand il a une offre qui intéresse les gens, bah, ils vont voir les films. Ça alors, quelle surprise. Voilà. Alors on va tout de suite commencer avec les films, du coup les rattrapages de fin 2025 que vous avez l'occasion de voir pendant les vacances. Déjà j'ai remarqué qu'il y avait que visiblement Yuri et Rita qui ont été au cinéma ou qui ont vu des choses pendant les vacances. Bravo à vous. Yuri justement, La Femme de ménage. Alors qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si je dois dire bravo d'aller voir La Femme de ménage. Pourquoi? Bah, il a bien aimé. Écoutez, La Femme de ménage, bah tu spoil. La Femme de ménage, c'est donc Tu l'as dit il y a 2 secondes. l'adaptation en film du roman de Freda McFadden que j'avoue ne pas avoir lu. Mais donc c'est avec Amanda Seyfried et Sydney Sweeney. Et un illustre inconnu. Il est dans les trucs il est dans Yellowstone. Et dans un autre film du même genre, le film adapté de Colin Hoover, donc une autre adaptation de best-seller d'un certain type. Moi, je ne l'avais jamais vu. Oui, mais c'est pas un illustre inconnu. Eh bien, pour moi, Non. c'est un illustre inconnu, et comme mon avis est le seul qui compte, Et il s'appelle comment par contre? Brendan quelque chose. Ouais. J'ai complètement. Mais c'est pas parce qu'en fait, c'est pas le plus important dans le film. Je Le vais plus quand même vous dire important son dans nom le parce que film, Brendan quelque chose ça va pas passer quand même. Hein. c'est qu'il est donc réalisé par Paul Feig. Ça raconte donc l'histoire de cette femme de ménage employée chez un couple très riche avec un homme très beau, une femme un petit peu zinzin. Elle va plus ou moins tomber amoureuse de cet homme et découvrir qu'il se cache des secrets derrière. Je vois que le film se fait défoncer à peu près par tout le monde et partout, et j'avoue je comprends pas exactement pourquoi, parce que c'est exactement ce que ça prétend être, à savoir une espèce de roman de gare complètement insensé, avec je trouve quand même beaucoup de second degré et d'ironie. En effet, si tu vois ce film au premier degré, les séquences clippées de Love sur du Taylor Swift,
c'est difficilement supportable. Mais comme c'est fait, je trouve, en fait, c'est tellement kitsch, tellement scandaleux que moi, en fait, j'ai juste rigolé pendant 2 heures. Et on va dire le twist un peu thriller de la dernière partie est plutôt bien géré, assez marrant, assez ludique. Il y a quand même un mec qui s'arrache des dents en gros plan dans un film comme ça. Et c'est voilà, moi j'ai trouvé le film ludique, marrant, pas plus que ça ne prétend être, à savoir l'adaptation d'un roman de gare, avec quand même visiblement une amélioration de la structure, notamment sur la fin, par rapport au roman qui était très Deus Ex Machina et tout le monde était sauvé. Là, c'est un peu différent. Donc, moi, j'encourage plutôt le visionnage de La Femme de ménage. Voilà. Sachant que c'est quand même le 2e film qui sort cette année, Paul Feig. Il a sorti la suite de L'Ombre d'Émilie. Oui, alors que j'ai préféré ne pas voir parce que j'aime beaucoup L'Ombre d'Émilie. Pareil, c'est un de mes... Parce que t'aimes Anna Kendrick. Non, parce que le film est vraiment bien. Le film est vraiment assez sympa. Et en fait, je pense que je pense que les gens qui défoncent ce film-là se souviennent pas très bien de L'Ombre d'Émilie ou ne l'ont pas vu parce que je trouve que c'est exactement le même ton, un peu sarcastique, second degré, avec énormément d'ironie. Et si on a aimé L'Ombre d'Émilie, je trouve que tu te retrouves quand même vachement dans La Femme de ménage qui, je trouve, en plus, les deux actrices, elles font un peu n'importe quoi, mais elles s'amusent et ça se voit et tu le ressens. Camp. C'est hyper camp, ouais. C'est Paul Feig. C'est Paul Feig, absolument. Alors Manon, tu ne parles pas dans le micro. Il a quand même fait parmi les meilleures comédies, moi je trouve qu'il soit, quoi, genre Mes meilleurs amis. C'est vraiment bien. Ouais. C'est incroyable en termes de comédie. Et donc si on il y a forcément un peu de second degré. Mais exactement, je pense qu'en fait le film se fait défoncer sur son côté hyper kitsch et border nanar, mais je pense que c'est complètement assumé d'avoir cette tonalité-là dans le film. Un autre film que vous avez découvert pendant les vacances, c'est donc un voleur sur le toit, Roofman en VO, le dernier, et là je vais essayer de le dire correctement, Derek Cianfrance. Absolument. Qu'on connaissait notamment pour Blue Valentine et pour The Place Beyond the Pines, et qui avait fait une série entre-temps avec Mark Ruffalo. Qu'est-ce que ça vaut, ce voleur sur le toit, Rita ? Je découvre le titre français, je trouve ça assez alors moi je l'ai découvert en faisant le programme. Et le film s'appelle Roofman et je trouve ça beaucoup plus rigolo, Roofman. Donc... Vraiment, un voleur sur le toit, c'est comme le hussard, mais en moins bien. Bah, c'est ça que j'ai pensé. Roofman, je précise juste le contexte, j'avais un énorme rhume, mon cerveau était embrumé et j'ai juste cliqué sur... En fait, j'ai pas fait exprès, et c'est pas une blague, j'ai pas fait exprès de cliquer dessus sur Prime. Et du coup, quand ça a commencé, j'étais au pire. Et parce que cet été, il est sorti aux États-Unis sous vraiment très peu de bruit. Et en vrai de vrai, une fois que j'ai cliqué, j'ai juste essayé de recentrer le film dans ma tête. Je suis allée voir ce que c'était et j'ai vu qu'il y avait Kirsten Dunst dedans et que c'était le réalisateur de Blue Valentine et de Place Beyond the Pines. Et je me suis dit, bah attends, mais ça n'a pas l'air du tout d'une comédie fond jaune avec police d'écriture bleue dessus, ce qui est l'affiche officielle. Et effectivement, le film désamorce tout de suite. C'est censé être sur un monsieur qui cambriole des McDonald's au tournant des années 2000 parce qu'il est revenu de l'armée, il a perdu de la thune. C'est un peu un branleur globalement. Et c'est une histoire vraie. C'est adapté d'une histoire totalement vraie. Et en fait, le film désamorce ça, je trouve, dès le départ, et j'en dirai pas plus sur le pitch, comme ça vous pouvez le découvrir, pour en fait être une comédie dramatique un peu romantique, un peu d'action. Et c'est vraiment bien. C'est un film très honnête, c'est un film avec beaucoup de cœur. Kirsten Dunst, pour l'instant, n'a jamais fait un mauvais film à part The Big Isle, mais c'est pas grave. Et du coup, je la suis partout et je continue à la suivre parce que déjà, c'est un couple de gens normaux et j'y crois à 1000%, Channing Tatum et elle, alors que sur le papier, tu te dirais pas forcément. Je crois 1000% à cette histoire et c'est un personnage masculin très imparfait, mais qui n'est ni un connard, ni un méchant au grand cœur, comme on en a souvent dans le cinéma hollywoodien. Je trouve qu'au contraire, c'est un gars très réaliste et je crois à 100% à tout ce qui se passe dans le film. Et ça m'a fait franchement un très bon moment. Donc, Lakeith Stanfield est génial dedans. Comme toujours. Oui. Mais c'est pour ça, en fait, au casting, quand j'ai lancé le film, j'étais là, mais ce casting ne va pas avec ce que je pense que ce film va être, à savoir un film Prime sur un mec qui cambriole des McDonald's. C'est pas vraiment ça le cœur du film. Le cœur du film, c'est qu'il va habiter dans un magasin de jouets pendant. J'essaie de. Mais c'est dans le pitch du film. Ouais, mais je trouve que c'est très bien de voir ce film. Et il cambriole pas un magasin. C'est pas vraiment ça. Parce que le pitch du film, quand je l'ai lu après, c'était il cambriole 40 McDonald's et un Toys R Us, donc un grande récré. C'est pas ça vraiment le film. Et donc je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et franchement, c'est un super bon moment. Le film est sorti hyper confidentiellement sur Prime, comme tous les films qui sortent sur Prime, où ils mettent aucune com, alors que le casting est génial. Mais il est dans le top quand même, donc profitez.
plaisant. Et ça nous rappelle que Channing Tatum est vraiment un je l'aime trop. comédien, quoi. Enfin, il est très très menu et mince dans ce film par rapport à ce dans quoi on a l'habitude de le voir. Bon, c'est Channing Tatum, il a quand même un 8-pack, mais il est. Et de très belles fesses. Parce que alors vraiment. Pardon, je dis ça pas pour ses fesses, je dis ça pour la scène de comédie qui m'a fait hurler. Il suffit juste d'arrêter les stéroïdes aussi, un peu. Non, sûrement. Et Peter Dinklage joue un connard merveilleux. Enfin, juste, c'est un bon film, quoi. Ouais, vraiment. Yuri, tu as aussi vu Los Tigres d'Alberto Rodriguez. Oui. T'as aimé, pardon, Hoffman aussi. Bof. Okay. Moi, je trouve qu'en fait, ça aurait pu être un film incroyable si ça avait été fait par Soderbergh ou quelqu'un d'autre. Mais et là, c'est juste, en fait, le potentiel du film n'est jamais vraiment atteint, mais c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais j'avais un rhume aussi, donc je pense que c'est Yuri qui a raison. Mais voyez le film. Mais non, voilà, l'histoire est cool en vrai. Mais donc Los Tigres, c'est le nouveau film d'Alberto Rodriguez qui avait fait La Isla Minima il y a maintenant un certain temps, et L'Homme au mille visages aussi, qui est un espèce de thriller politique assez cool. Et là, il revient avec vraiment un pur pitch de thriller. Donc c'est un frère, une sœur, ils sont scaphandriers dans une ville portuaire. Leur job, c'est globalement de réparer des énormes bateaux. Ils découvrent qu'il y a un navire qui arrive toutes les 3 semaines et qui est en fait contient dans ses conduits d'aération des charges de cocaïne. Le mec a besoin de thunes, donc il se dit tiens, et si je prélevais un peu quelques grammes pour les vendre à droite à gauche. Évidemment, ça va très très bien se passer. C'est vraiment, c'est parmi les scènes les plus angoissantes et les plus claustrophobes que j'ai vues de ma vie. Vraiment, c'est parce que t'es dans tu vois un scaphandre. C'est vrai, je sais pas comment ils ont tourné ça. C'est-à-dire que vraiment ils sont sous des énormes navires avec des mecs en scaphandre en train de faire des trucs, et tu dis qu'à chaque moment le gars peut crever. Donc et d'ailleurs ça m'a rappelé un peu l'espèce de vertige que tu peux avoir quand t'es sous l'eau et qu'en fait tu vois rien, parce que en vrai quand t'es dans la mer tu vois rien, et pas du tout comme les films de James Cameron où l'eau elle est transparente de ouf et tu vois à 6 km. Là en vrai tu t'es vraiment mal, quoi, parce que le mec a aucune visibilité, il essaie de s'en sortir. Tous les aspects, on va dire, thriller de claustro sont hyper bien gérés. Le scénario est un petit peu bourrin, un petit peu mécanique, mais globalement si vous avez l'occasion de le voir, il est peu distribué. C'est vraiment un super thriller, et vraiment je vous le recommande chaudement. Et Rita, enfin, tu as été voir L'âme idéale, le premier long métrage d'Alice Vial. Alice Vial qu'on connaît, alors qu'on connaît surtout pour ses scénarios et qui a réalisé les séries Loulou et 7e ciel, mais c'est son premier long métrage de cinéma. C'est un film avec notamment Jonathan Cohen. Et surtout Magali Lépine-Blondeau. Exactement. Qu'on connaît notamment de Simple comme Sylvain, qui est un superbe film. C'est très difficile de parler de ce film parce que sa bande-annonce et son affiche, encore une fois, ne lui font pas du tout justice. J'y suis presque allée à reculons pour les mêmes raisons, à savoir que je pensais que ça allait être une mauvaise comédie romantique. Je trouve que déjà tout est dit dans la bande-annonce. Et en vrai non. Ah bon. C'est ça le problème aussi, c'est que la bande-annonce dit tout. La bande-annonce dit tout. Savoir que c'est Jonathan Cohen est mort en fait dans le film, et elle, c'est une comédie romantique entre elle qui est vivante et lui qui est mort. Donc c'est un peu surnaturel. Cela étant dit, c'est à la fois dire trop et à la fois dire pas du tout assez sur ce que représente le projet. En fait, c'est un très joli film avec une photographie un peu comme beaucoup de films parisiens du moment, mais ça se passe au Havre. Ça a une très jolie manière de montrer le Havre où je ne suis jamais allée. D'ailleurs, c'est un des meilleurs commentaires Letterboxd sur le film qui dit que ce film a osé romanticize le Havre. Je crois totalement au couple entre les deux, alors que c'était pas gagné d'avance parce que Jonathan Cohen il est charmant, comédie machin, mais il est pas sur son ton habituel, et donc au début ça prend du temps, je trouve, de rentrer dedans et d'y croire, mais c'est très mignon, c'est très doux. Il y a des choses qui fonctionnent pas très bien, mais j'ai pas envie vraiment d'en parler parce que je pense que c'est un film à soutenir, parce que j'ai l'impression qu'il est pas soutenu par son distributeur en fait. Sortir un film comme ça en drop de fin d'année, ça marche plutôt pas mal. Il est pas oui. Enfin, c'est pas un succès retentissant, mais c'est pas non plus parce que t'en as pas parlé au BO et ça m'inquiétait là. Non, il est assez bas, mais parce qu'il fait pas les millions, mais il est pas non plus, enfin c'est pas un succès, c'est pas un four non plus, c'est ok, parce que je trouve vraiment que cette bande-annonce trahit ce film. Voilà, et c'est 1h40, c'est en salle et c'est plutôt bien distribué à peu près à Paris je pense, mais peut-être ailleurs aussi, et je vous encourage à le voir parce que c'est quand même un bon moment. Je crois que c'est très chialade, la personne avec qui je l'ai vu a beaucoup pleuré, mais voilà, aujourd'hui j'arrive pas à vous parler. C'est un peu nos recos de la perche, mais en avant cette fois-ci, puisque c'est un rattrapage de décembre. Félix, toi, tu n'as pas de film à nous recommander, mais tu voulais nous parler de la disparition de Bellatar. Zootopie 2. Je vais pas parler de ça. Oui, Bellatar qui est décédé. Je voulais juste rappeler un peu qui était le monsieur, parce que c'est quand même un grand monsieur du cinéma d'auteur hongrois, du coup, parce que c'est un hongrois. Il est mort à 71 ans. Il est connu pour le Tango de Satan, Le Cheval de Turin, Les Harmonies Werkmeister et autres films, qui sont des films
à chaque fois assez exigeant. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup le noir et blanc, mais d'une manière assez sublime. Le temps, c'est quelqu'un qui est dans le refus du montage, qui fait des plans séquences, mais c'est pas des plans séquences qui sont... Enfin, c'est très long, mais je veux dire, il y a toujours beaucoup de mouvements, toujours des caméras en mouvement, des gens en mouvement. Il suit, notamment un plan très célèbre où il suit un cheval pendant 15 minutes, et c'est des expériences de cinéma assez étonnantes. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir un film de Bellatar ou de vous pencher un peu sur qui est ce monsieur, je vous le conseille. Eh ben merci beaucoup. On va passer au premier débat de la semaine. C'est donc le film de Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother. On écoute la bande-annonce. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up. Always been my favorite son. Well, your only son. As far as we know. Father, Mother, Sister, Brother, donc c'est le nouveau film de Jim Jarmusch qui est construit comme un triptyque en 3 parties. C'est 3 histoires qui parlent, comme je le disais en intro, de relations entre des enfants adultes et leurs parents quelque peu distants, et aussi des relations entre eux. Manon, je sais que c'est ton attente de 2026. Alban, toi tu aimes beaucoup aussi Jim Jarmusch, donc t'étais content d'aller découvrir ce Father, Mother, Sister, Brother là en début d'année? Ouais, j'étais très heureux de découvrir ce nouveau film de Jim Jarmusch, parce que c'est un réalisateur effectivement que j'aime beaucoup. Tu l'as dit, c'est un film qui est construit avec 3 segments, 3 parties, et moi ce format-là m'a vraiment... j'ai vraiment apprécié en fait le fait qu'ils prennent ce parti. C'est assez radical quand même, parce que c'est un film qui est construit un petit peu comme un recueil de nouvelles, qu'on peut à la fois prendre séparément mais aussi regarder l'œuvre dans son ensemble, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup touché. Après il y a des renvois, il y a des rappels dans chaque segment, il y a des sortes de private jokes par rapport aux segments les uns envers les autres. Moi ça m'a fait beaucoup penser, pour celles et ceux qui ont pu le lire, au recueil de nouvelles de Raymond Carver, où c'est vraiment quelque 100%. Chose où il s'attarde vraiment sur des intrigues qui sont infimes, juste en s'arrêtant sur des relations entre des personnages, mais en essayant de dégager des traits vraiment saillants en fait des personnages. C'est à la fois assez minimaliste et en même temps assez maîtrisé et virtuose dans la mise en scène notamment, sans parler bien sûr de l'interprétation des personnages qui joue beaucoup selon moi la réussite du film, et ça m'a énormément touché. Je m'attendais pas du tout à être touché par ça. Je trouve qu'il y a vraiment toujours une forme de mélancolie qui est propre à Jarmusch, et en même temps un regard vraiment singulier, je trouve, notamment sur la jeunesse en fait dans ce film-là, qui passe aussi par même si c'est un peu lourdeau par moments, par des skateurs qui interviennent à chaque fois dans les 3 histoires, où des skateurs sont filmés au ralenti dans les 3 villes. C'est tourné à Paris, en Irlande, je sais pas exactement où, et dans un bled paumé aux États-Unis, j'imagine, dans la première, ou au Canada peut-être, je sais pas. États-Unis, Dublin et Paris. Et Paris, ouais, c'est ça. Et je trouve que il a toujours une manière en fait de filmer des espaces qui moi me touche profondément, et voilà, je reviendrai après. Je pense que je vais laisser Manon parler, mais moi je défends à 100% ce film. Mais peut-être un petit mot sur le casting, parce que du coup on l'a pas dit, mais donc il y a Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Kate Blanchett, Vicky Crisp, Sarah Green, Sarah Green, India Moore. Enfin c'est un casting XXL. C'était pas la meuf de Sheldon dans Big Bang Theory? Mais oui, je comprends pas comment est-ce que Mayim Bialik s'est retrouvée dans ce film. Improbable, mais en tout cas, en termes de... en dehors de Big Bang Theory. Sa vie, elle est politique en ce moment en plus. C'est pour ça que c'est problématique, je trouve. Mais en tout cas, juste en termes de physique, elle est censée être la sœur de Adam Driver. Il y a, je trouve, une logique quand même. C'est pas déconnant physiquement qu'il l'ait casté. Adam Driver est incroyable dans ce film. Mais alors, c'est un casting 100% hipster, complètement Jim Jarmusch. Bien sûr. Mais le gars, il a 72 ans. Manon, est-ce que c'est à la hauteur de ton attente? Parce que c'est ton attente depuis 3 ans. Mon attente depuis 3 ans, depuis qu'on parle de ce projet, c'est terrible. Donc je savais en y allant que ça serait forcément une déception. Enfin, quand t'attends un film depuis 3 ans, il y a quand même de grandes chances que ce soit décevant. Et ouais, moi j'ai été assez déçue parce que j'ai l'impression qu'il recycle un peu ce qui fait son cinéma, mais là je trouve qu'il y a un côté un peu fabriqué et un peu vain. Je suis 100% d'accord avec toi sur le côté Raymond Carver. Enfin, moi j'ai vraiment vu ça, j'ai vraiment voulu y voir ça, et je trouve que ça manque de... Enfin, je sais pas, c'est pas tout à fait abouti. Donc il y a cette construction en triptyque qui fait beaucoup. Enfin, il aime bien faire des constructions de films sous forme un peu comme de nouvelles, plus ou moins indépendants, avec des choses qui se répondent. Il y a tout un délire autour de l'eau. Toujours, on boit beaucoup de café, on boit beaucoup de thé, mais comme souvent dans les films de Jim Jarmusch. Mais là, j'ai vraiment eu du mal à voir le liant entre tout ça, et j'ai trouvé ça
un peu vain. Il a jamais parlé de relations familiales dans ses films. Et... C'est vrai ? Ouais, jamais. En fait, c'est frère et une sœur dans Only Lover Left Alive, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est des frères et sœurs, les vampires. Enfin, ils vivent ensemble depuis 1000 ans, quoi. Donc oui. Ils sont plutôt amants, donc. Oui, pour moi, ils étaient amants, mais. Oui, peut-être, c'est vrai. C'est pas tout à fait pareil. J'avoue, dans ma tête, je me demande jusqu'à quel point ils étaient pas. Ouais, je sais pas. Peut-être dans des vies antérieures. C'est pas clair. Ouais. Mais enfin bon, en tout cas, c'est la première fois qu'il adresse ce sujet vraiment frontalement et je sais pas, il y a peut-être une raison pour laquelle il a jamais abordé ce sujet parce que moi j'ai l'impression qu'il a pas grand-chose à en dire. En fait, il est très fort pour filmer la gêne et les moments de vide et tout ça, mais en fait, au-delà de ça, je comprends pas vraiment ce qu'il veut nous raconter sur la famille. Il amorce aussi pas mal, notamment dans le premier segment, les questions d'argent en fait qui lient en fait ces familles. Je trouve que dans le premier segment, c'est vachement bien. Enfin, en tout cas, je trouve que la façon dont ça se finit, je vais pas spoiler, mais je trouve que c'est une bonne façon de parler de l'argent au cœur de la famille. Ça aurait pu être un sujet. Et puis, je trouve que dans son troisième segment, il dévie complètement. Et du coup, cette question n'est pas creusée. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez... En fait, au bout d'un moment, quand tu as compris la mécanique, moi, je me suis un peu ennuyeux. Et pourtant, voilà, ce genre de film séquencé comme ça de Jim Jarmusch, moi, il y en a que j'adore, genre Night on Earth. Et pourtant, c'est genre 5 segments et j'adore. Mais là, je sais pas. Au-delà des très grands comédiens, effectivement, dans les trois parties, je suis un peu restée sur ma faim. Bah effectivement, après voilà, moi ça m'a fait l'effet inverse. Je trouve que la prouesse de Jarmusch. Je ne suis pas d'accord. Mais en fait, je peux pas aller à l'encontre aussi de ce que tu dis parce que je peux comprendre qu'on ait une sorte de sentiment d'inachevé en fait quand on regarde ce film-là. Mais en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que dans la manière dont il met en scène, dont il dirige ses acteurs, tu peux te créer toi-même l'histoire qui n'est pas dite à travers les séquences. C'est-à-dire que on peut tout à fait s'imaginer l'enfance d'Adam Driver et de la copine de Sheldon dans Big Bang Theory, dont j'ai oublié le nom, face à pendant leur enfance avec Tom Waits, son père, qui est quand même complètement incroyable. Et je trouve que vraiment dans ce qu'ils esquivent dans la parole, dans ce qu'ils esquivent dans leurs gestes, etc., il y a tout un monde qui se crée. Et moi, ça m'a embarqué totalement, tu vois. Même dans le second segment avec Charlotte Rampling, qui joue une sorte, on sait pas trop bien, une sorte d'autrice à succès, enfin d'écrivain à succès, dans un milieu complètement bourgeois, avec une Vicky Krieps insupportable. Mais enfin, moi, à chaque fois que je la vois dans les rôles, elle est insupportable. Donc j'aimerais qu'on la voit dans un film où elle n'a pas un personnage. Non, c'est pas l'actrice qui est insupportable, c'est son personnage. C'est son côté luxembourgeois, je pense. Je sais pas, ça me. Mais elle parle quelle langue dans le film ? Anglais. Ah, ça va. Et je trouve que Charlotte Rampling parle anglais et c'est incroyable comparé à deux pianos, j'ai trouvé ça pas bon. Et voilà, je trouve que le film parvient à... Elle est plus à l'aise en anglais qu'en français. À me saisir sur des choses qui sont complètement anodines mais qui m'ont vraiment touché. Je trouve que le dernier segment est peut-être le moins réussi alors que c'est celui qui aurait pu le plus me toucher, entre un frère et une sœur qui ont perdu leurs parents dans un appartement parisien. Et là, je trouve que c'est à part quelques scènes assez belles, je trouve que c'est relativement anecdotique, hormis peut-être justement pas la fin d'un segment, même s'il n'y a pas grand chose à dévoiler, où finalement on voit tout ce qu'on a construit dans une vie se réduire à des photos, un carton et un box en Ile-de-France. Et je trouve qu'il y a un côté vachement déchirant là-dedans et presque un peu Jim Jarmusch face à lui-même et face à son cinéma. Et je trouve que c'est il y a un aspect mélancolique qui peut être de la pause chez Jarmusch par moment et qui là m'a vraiment touché d'un discours d'un cinéaste de 70 ans qui a quand même beaucoup tourné et qui fait un peu le point sur son cinéma et sur ce qu'il a encore envie de faire, quoi. Moi, ça me bouleverse. Bon, alors c'est un film qu'on vous recommande plutôt, à moins, peut-être si vous l'attendez depuis 3 ans, dites-vous qu'a priori ça risque d'être un tout petit peu en dessous de vos attentes, mais sinon qu'on vous recommande plutôt dans le cinéma de Jarmusch. Oui, Rita. Juste une question, pourquoi tu l'attendais depuis 3 ans ? Le sujet. Bonne question. J'ai déjà oublié pourquoi. Non, mais ouais, le sujet de la famille. Et enfin, moi, j'aime vraiment énormément les films de Jim Jarmusch. Et je sais pas, je pensais qu'après The Dead Don't Live, où il s'était un peu égaré, je pensais qu'on allait revenir un peu à un Patterson sur la beauté du quotidien, des petites choses comme ça, hyper poétiques. Et moi, j'ai pas du tout retrouvé ça, alors que je pensais que la vision de Jarmusch appliquée à la famille, ça allait me séduire. Oui, il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'il s'agit quand même de familles qui, de manière générale, ne s'entendent pas énormément bien, surtout dans les 2 premiers segments. On n'est pas sur des relations familiales classiques. Enfin, il y a quand même des gros non-dits dans la famille, etc. Et par ailleurs, ce que j'aimerais préciser aussi, parce qu'on l'a pas dit, c'est qu'il y a des segments, surtout le premier, qui sont méga drôles. Enfin, les gens rigolaient dans la salle, ça rigolait même à gorge déployée. Il y a vraiment des moments très très drôles. Ah, cool. Dans le premier, ouais. Bon, bah, ça va être l'occasion d'accorder notre focus à Jim Jarmusch. Petit jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurette.
McBurette qui est l'aviateur anglais. Voilà. Jim Jarmusch, donc c'est un cinéaste américain qui a émergé au début des années 80. Enfin, en l'occurrence, son premier film date de 80 pile. Qui c'était au début ? Enfin, qu'est-ce qu'il représentait dans ce cinéma américain des années 80, Jim Jarmusch, quand il est apparu ? C'est quelqu'un qui est apparu vraiment sur une scène extrêmement indépendante. C'est quelqu'un qui a fabriqué des films avec 3 bouts de ficelle. On lui prête un peu en tout cas l'impulsion de créer ce qu'on appellera après le cinéma indépendant américain, dans le sens où c'est quelqu'un qui, depuis le début de sa carrière, s'est inscrit dans une économie vraiment parallèle au système des studios, et dans le sens où c'est quelqu'un qui a vraiment toujours trouvé des financiers qui n'étaient pas liés à des boîtes de production établies ou à des studios, et on peut dire que c'est quelque chose qu'il a maintenu jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au contraire d'autres cinéastes un peu indépendants, n'a jamais fabriqué de film associé à une grosse major ou à des grosses boîtes de production, si ce n'est ce Dead Don't Die qui a été distribué, mais seulement distribué par une succursale d'Universal Pictures. Mais c'est quand même toujours quelqu'un qui a qui a commencé en indépendant, qui a érigé son indépendance artistique comme une espèce de mantra, et d'ailleurs comme ethos presque de son personnage, puisqu'il a très tôt commencé à demander à conserver les négatifs de ses propres films. Donc c'est quelqu'un qui est propriétaire, on va dire, du matériau qui est produit lorsqu'il fait des films, et c'est quelqu'un qui en tout cas a créé en tout cas cette impulsion-là dans le cinéma américain des années 80. Rita ? Sur ce truc très indépendant, il a donné une interview à Vulture cet été pour la sortie de Brother Sister, frère sœur, et dedans il explique que parce qu'en fait l'intervieweur lui a posé la question très honnêtement de comment est-ce que tu gardes la lumière allumée, enfin niveau financier, parce que ce genre de manière de produire aux États-Unis c'est quand même extrêmement rare, enfin partout, mais en fait aujourd'hui il est à la marge de la marge presque. Voilà. Ouais. Et en fait il explique que dès le début il a été très bien traité, il donne pas le nom, mais par un producteur français qui était aussi le distributeur sur Down by Law, et en fait qui lui a un peu expliqué déjà comment faire de l'argent et comment garder justement le contrôle à la fois créatif et à la fois avoir le peu de retombées qu'il y aurait sur ses films, qui puissent en toucher quelque chose. Et ensuite c'est Bill Murray sur Broken Flowers qui lui a enseigné aussi, en fait dès que Bill Murray était payé notamment pour l'achat sur un territoire ou sur les DVD, il demandait systématiquement est-ce que Jim a été payé aussi. Et donc il a beaucoup rendu les fleurs, pour faire un mauvais jeu de mots, à du coup ce producteur français que j'ai essayé de traquer, que j'ai pas retrouvé son nom, et à Bill Murray. Alors tu citais Broken Flowers et Down by Law qui sont 3e film après Permanent Vacation et Strangers Than Paradise. On va peut-être préciser aussi qu'il est scénariste de tous ses films tout seul, et que quand on parlait d'ailleurs de coproduction dans tous les sens, il suffit de regarder, son dernier film est une coproduction entre les États-Unis, la France, l'Irlande, l'Italie, le Japon. Enfin je veux dire, c'est toujours des montages financiers relativement absurdes, parce que souvent aussi ces films sont filmés sur plusieurs territoires, donc je pense que ça doit l'aider à récupérer des financements. Et donc au-delà de cette notion de cinéma, on va dire vraiment indépendant, qui se revendique comme tel, qui se revendique comme étant un peu, on va dire, libre et sans aucune attache, on va dire, au système des studios classiques, c'est aussi quelqu'un qui a une marque un peu de ce qui a été qualifié plus tard de cool urbain, de urban cool, au sens où vraiment je disais que c'était l'oncle cool, hein. C'est vraiment genre le mec qui a... Mais il a créé ça presque. Il a créé ça avec c'est vraiment genre c'est lui quoi, il en est l'incarnation genre. Exactement. De l'oncle cool un peu à l'ancienne, qui, du coup 70 piges aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Qui met des lunettes de soleil en toutes circonstances, qui a les cheveux blancs depuis toujours. Si vous voyez pas à quoi il ressemble, c'est genre les cheveux de Félix mais blancs. Et en vrai Félix mais avec des cheveux blancs, et les lunettes elles sont de soleil. On n'est pas si loin. T'es peut-être son fils caché. Là, t'as dit quoi? Je dirais rien. Mais là, on a parlé effectivement de comment il monte ses films, etc. Mais ce serait quoi si on devait un peu définir le style de Jarmusch? Là, je parle parce qu'après, on va parler de ses thématiques, etc. Mais visuellement, à quoi ça ressemble? Comment on reconnaît un film de Jim Jarmusch? Un film de Jim Jarmusch, déjà, même si en fait ta question recouvre un peu. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ça recouvre quand même aussi beaucoup les thématiques. Mais un film de Jarmusch, c'est quand même en général un film avec un rythme relativement lent, avec un montage quand même très espacé, très aérien, et avec une musique quand même très présente aussi dans ces films-là, une musique qui est très léchée, qui est en général une musique plutôt rock, parce que c'est quand même quelqu'un qui vient du rock, et on y reviendra, mais qui fait aussi de la musique. Enfin, c'est
quand même tout un personnage. Je lui ai un peu dit, c'est à la fois c'est un dandy presque. C'est une sorte de dandy un petit peu, mais presque en fait Only Mother Left Alive, c'est presque le film qui correspond le mieux. Je veux dire presque physiquement. Vampire dandy, ouais. Une sorte de vampire qui a pas d'âge. Même aujourd'hui, on dirait qu'il a encore plus ou moins la même gueule qu'il y a 30 ans. Donc voilà. Et ces films, c'est vraiment crépusculaire, assez mélancolique aussi. C'est vraiment beaucoup de films en noir et blanc. Ces aspects-là, ces films en noir. Enfin, ces 3 premiers jusqu'à Down by Law, c'est en noir et blanc. Alors attends, je suis pas sûr. Après, je crois que ce soit Deadman, c'est en noir et blanc. Aussi. Ouais. Et Coffee and Cigarettes, je crois que moi aussi Coffee and Cigarettes, c'est en noir et blanc. La moitié de sa filmographie c'est en noir ça. et blanc. Oui, c'est vrai. Mais là, ça fait un moment qu'il a pas fait le noir et blanc. Non, mais il a fait beaucoup de films de noir et blanc. Oui, Félix. Après, peut-être parce que quand il tournait en pellicule, c'était un peu moins cher de faire du noir et blanc, je pense. Au début, complètement, ouais. Probablement, c'était une rencontre entre un besoin financier et une revendication, je pense aussi poétique. Et aussi parce que, mais peut-être j'en parlerai après, mais moi je voulais parler un peu de sa filiation avec Wim Wenders. En fait, il a commencé en tant qu'assistant de Wim Wenders et il y a une vraie filiation entre les deux. Moi, c'est notamment sur la thématique de l'errance, enfin il y a l'errance urbaine, la poésie urbaine, tout ça. Et il partage notamment un même chef-op qui s'appelle Robert Muller, je crois, et qui a fait beaucoup des noirs et blancs de Wim Wenders et oui c'est ça, Robbie Muller, et qui a fait beaucoup des noirs et blancs de Wim Wenders et beaucoup aussi des films en noir et blanc de Jim Jarmusch. Et alors justement, tu parlais de l'errance, mais ce serait quoi ces grandes aussi thématiques, les grandes thématiques qui traversent sa filmographie? On a cité quelques-uns de ses films déjà. Qu'est-ce qui se recoupe? En fait, dans beaucoup d'interviews, il me semble qu'il qualifie ces films de l'inaction, ce qui est assez bizarre parce que moi, je trouve qu'il filme toujours des gens en action, enfin, en tout cas, en déambulation, ça se passe beaucoup en ville. C'est peut-être dans le sens pas un mouvement narratif très précis. Mais c'est des gens qui sont toujours en mouvement, que ce soit des gens marchent, mais ils vont un peu nulle part. Ils errent beaucoup dans des villes aux États-Unis, mais aussi il a beaucoup filmé Paris, il a beaucoup filmé Tanger, Only Lovers. Enfin, il s'est beaucoup expatrié. C'est à Tanger, Only Lovers Left Alive. Ouais. Et voilà, et je trouve que c'est en ça qui rejoint pas mal Wim Wenders, parce que je trouve que les deux, il y a beaucoup de poésie dans leur façon de filmer la ville. Et son premier film, Permanent Vacation, qui était son film d'études, je trouve qu'il préfigure totalement en fait ce qui va faire ce style-là, notamment dans sa façon de filmer les villes. C'est on voit des foules à New York, et ensuite en parallèle un personnage qui déambule lui tout seul, et ça a beaucoup été ça. Ensuite des personnages qui sont quand même souvent seuls, qui sont souvent faits pour pas se rencontrer, mais qui se rencontrent quand même dans des villes. Ils voyagent en taxi, ils voyagent en bus dans Paterson, ils voyagent à pied, et il y a aussi ils se croisent beaucoup dans des lieux comme ça un peu de transit. Il y a beaucoup d'aéroports, beaucoup de gares qui sont filmés, et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que ces films sont souvent construits en chapitres. Il adore ce côté fragmenté, et en même temps, dans cette fragmentation, il y a c'est beaucoup de travelling, beaucoup de plans séquences, beaucoup de mouvements de caméra très lents comme ça et ininterrompus. Donc il a toujours un peu cette espèce de contradiction, je trouve, dans sa forme. Il y a aussi une forte comment on pourrait dire, accointance pour les marginaux. Effectivement, il va dans Stranger Than Paradise, c'est même d'autant plus vrai, où il va filmer 3 jeunes vraiment à la marge, peut-être comme une sorte de reflet par rapport à lui-même. Il y a peut-être un côté narcissique aussi un petit peu là-dedans. En même temps qu'il revendique aussi une forme de cinéma à la marge, il filme aussi des marginaux qui ne sont pas que des marginaux du cinéma, mais peut-être un petit peu moins dans ce dernier film-là, justement. Il sait aussi, je pense, plus sa carrière avançait, plus il a besoin de casting aussi pour monter ses films, plus les gens veulent tourner aussi avec lui. Oui, je pense que tout ça se nourrit également, mais au début, c'est un des premiers à avoir fait tourner des Tom Waits ou des John Lurie. Vraiment des gens qui n'avaient rien à voir, entre guillemets, avec le cinéma. Oui, effectivement. Et après, il a aussi, dans Deadman, quand il prend Johnny Depp, c'était pas le Johnny Depp qu'on connaît aujourd'hui. Donc forcément, c'est aussi ce film-là qui a construit un petit peu ce personnage-là, qui a construit un petit peu le mythe Johnny Depp dans Deadman. C'est aussi quelqu'un qui est très attaché en fait à des troupes de cinéastes. Je voulais en parler un petit peu avant, mais on va dire que sa filmographie est composée en différents segments, sa période noir et blanc. Puis ensuite, là, on est vraiment dans une veine. Je trouve qu'on peut relier ce film-là à Paterson, qui parlait déjà un petit peu de famille, quand même, mine de rien. Même si c'était plus une question de couple, c'est ça. Avec Adam Driver, on peut retrouver aussi dans ces troupes Tilda Swinton qu'on n'a pas vu ici, mais qu'on peut voir aussi dans ces différents films. Et Tom Waits qui revient comme une sorte de fantôme dans beaucoup de ces films, que ce soit à la musique ou en vrai. Ou en vrai complètement. Ouais. C'est vrai qu'en vrai,
C'est assez impressionnant. Enfin voilà, c'est-à-dire. Non mais Tom Waits, c'est une présence physique, c'est-à-dire qu'il est super bizarre. Enfin, il est vraiment genre. Le début de Father Mother, c'est lui qui grogne d'ailleurs. On le voit pas, on l'entend que grogner. C'est un chanteur, on est d'accord. Oui, mais c'est un chanteur. Et pendant 3 minutes dans le dernier, il fait comme ça, avant que le film ne commence. Et sur ce que disait par rapport au voyage, je trouve que dans ce dernier film, c'est d'autant plus vrai que les personnages ne font qu'aller un petit bout de journée voir leur famille respective et qu'ils veulent ils veulent être sur le départ à chaque fois qu'ils viennent d'arriver. Donc il y a toujours cette idée de mouvement. En plus, Jarmusch filme les trajets, alors que c'est pas forcément utile, mais il filme les trajets sur lesquels ils vont un peu discuter, mais surtout se déplacer à l'endroit où ils doivent aller. Et je trouve qu'effectivement, il y a toujours cette idée du mouvement lent, du travelling, comme une sorte de regard que lui va porter en fait presque sur sa propre histoire. Tu vois, et après, moi, j'ai pas vu effectivement beaucoup de Jarmusch, mais effectivement, il y a un truc qui m'avait frappé, c'est que t'as raison, il filme les moments qui en général sont ellipsés. Complètement. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est même tout le principe, par exemple, d'un des films qui est The Limits of Control, qui est l'histoire techniquement d'un tueur à gages. Et au début du film, alors quand tu lis juste le pitch, je dis bon, je vais voir une espèce de film un peu sur un tueur à gages. Tu vas voir globalement pendant 1h30 un mec aller d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, et être mené globalement par des petits indices vers son objectif. Et en fait, le principe du film, c'est juste ça. C'est le voyage qu'il va faire, les rencontres qu'il va faire pendant ce voyage. Et du coup, ça te prend complètement à contre-pied sur, on va dire, ce que tu aurais attendu d'un film sur un tueur à gages. Et surtout, excuse-moi. Non, je voulais juste dire que c'est toujours des personnages en transit aussi qui sont un peu entre deux. Et sur ce qui est fort dans Coffee & Cigarettes. Et dans Done by the Law où ils sont en tôle carrément. Et je dirais même dans Ghost Dog, qui est un peu un film à part. Mais où il y a aussi un tueur à gages. Oui. Non, mais en fait, j'allais rebondir sur ce que tu as dit, mais c'était un peu tard. Mais effectivement, dans The Limits of Control, là où c'est encore plus fort, c'est que justement, pour revenir sur ce que disait Elisabeth, c'est que il filme les moments qui devraient être ellipsés, mais il supprime les moments qu'on devrait attendre de voir pour un thriller. Et donc du coup, le film est complètement, très bizarre. Tu sais vraiment pas sur quel pied danser quand tu le regardes. Moi, c'est peut-être un de mes préférés de Jarmusch, parce que déjà j'avais découvert cet acteur que je connaissais pas, qui était Isaac de Bancolé, et qu'en plus l'histoire est. Je trouve que la rencontre avec les personnages, avec Tilda Swinton, avec cet acteur américain qui a disparu, qui a joué dans La Science des rêves de Gondry, comment s'appelle-t-il? Je sais plus, mais il y a Bill Murray à un moment, évidemment. Oui, enfin voilà, je trouve que ce film est vraiment pour se mettre dans la filmographie de Jarmusch, je trouve que The Limits of Control est plutôt pas mal en fait. J'ai oublié. D'accord. on va peut-être aller sur la question du genre, puisque le genre de film, puisque non, oui, Rita, tu te souviens. Mais ça a un lien aussi avec ça, c'est que tout ce que vous décrivez, je trouve ça hyper intéressant. J'ai vu que 2 films de Jarmusch, c'est pour ça, mais ça rappelle beaucoup ce qu'il y a généralement dans les grands romans américains en fait, dans ce qu'on considère dans le canon américain de littérature et pas que même de cinéma. Il y a l'idée de transit et du voyageur errant. Et je trouve ça trop intéressant. C'est une version urbaine de ça en fait. C'est même davantage lié à la littérature des années 50. Vraiment, je pense qu'il en émerge complètement et que c'est 100% une transcription de ça. Mais on parlait de Raymond Carver tout à l'heure, mais je pense que tu as totalement raison sur ce point. Et Raymond Carver, là, c'est vraiment sur ce film-là. Mais sa filmographie n'a pas grand-chose à voir avec Carver. Je sais pas qui est Raymond Carver. Sauf peut-être Patterson. Un nouvelliste américain. En fait, Patterson, oui. Et alors, je disais effectivement que la question, en tout cas du cinéma de genre dans sa filmographie, on a les vampires de Only Lovers Left Alive, on a des zombies dans The Dead Don't Die, on a du western, on parlait de tueurs à gages dans 2 films. Effectivement, La Voix du samouraï, Ghost Dog, effectivement, la figure du samouraï. Donc c'est quelqu'un effectivement qui a une filmographie qui est très empreinte en tout cas de genre. Oui, et c'est assez particulier parce que c'est en effet quelqu'un qui va quand même presque toujours, en effet, comme tu l'as dit, s'attacher à un genre, sauf sur les quelques-uns qui parlent vraiment du couple et de la famille. Mais il y a quelque chose de très bizarre, je trouve, chez lui, où en fait ça pourrait vraiment être très énervant, quelqu'un qui dit je vais faire un western et ça va pas du tout ressembler à un western. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on disait sur le côté l'ellipse et tout. C'est-à-dire que c'est toujours, c'est pas ce que t'attends du genre. Il va prendre Deadman, tu crois que ça va être un western, et en fait, bah non, c'est juste une espèce de vagabondage existentiel d'un gars qui croit être la réincarnation d'un poète. Enfin, c'est une espèce de trip complètement bizarre, mais qui du coup, comme il est fait avec, je trouve, tellement de classe et de distance, ça ne le rend pas insupportable. Parce que tu vois qu'en fait, le geste est complètement maîtrisé de bout en bout et que c'est pas du tout, il ne subvertit pas le genre. Il est pas méprisant par rapport à ce genre-là. En fait, voilà, il ne subvertit pas le genre pour prouver qu'il est plus malin, plus intelligent que le genre. Il dit juste non, c'est des figures dans un monde un peu imaginaire qui est le mien, et ça se traduit par une espèce d'approche en effet hyper poétique où les
ces éléments vont communiquer entre eux à l'image sans pour autant créer le sens qu'on attend. Et un des films que je trouve qui est le plus, en tout cas, peut-être le plus accessible pour moi de Jarmusch de ce point de vue-là, et d'ailleurs je trouve que en vrai tous ces films sont très accessibles parce qu'ils sont tous assez drôles et avec toujours une pointe d'ironie, donc si jamais vous ne connaissez pas ces films, ne soyez pas effrayés par le côté un peu poétique. Peut-être commencez pas par Only Lovers Left Alive quand même. Moi j'adore Only Lovers. C'est mon préféré. Moi je conseillerais pas ça. Je suis complètement d'accord avec Elisabeth. Mais... Moi je conseillerais grave de commencer plutôt par Ghost Dog, qui est un film mais hilarant par ailleurs et qui est une sorte de faux film de gangster avec une musique rap avec des gangsters italo-américains, un tueur à gages qui suit la voie du samouraï sur les toits de New York. Enfin pour moi c'est un film qui est beaucoup plus, que j'ai vu du coup assez jeune et que j'avais trouvé genre mortel et vraiment cool à l'époque et du coup non mais donc en vrai voilà, donc si n'ayez pas peur du côté poétique et tout, c'est quelqu'un qui utilise le genre à des fins justement de pur cinéma et de pure sensation, et c'est un cinéma extrêmement sensoriel et ludique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alban. Et pour finir peut-être sur le genre, enfin avant de laisser la parole à Manon, c'était sur Only Lovers Left Alive justement. Notamment, il reprend les codes du film de vampire, mais n'essaie pas du tout de les détourner, c'est-à-dire qu'il prend les trucs les plus clichés du film de vampire, en retournant peut-être la question qui devrait se poser à un film de vampire, c'est comment on se connaît depuis 1000 ans et qu'on se fait toujours autant chier et qu'on n'arrive pas à exister. Et moi, ça m'avait passionné en fait, la question qui se pose à travers ce film et comment il met en scène ces personnages pour y répondre. Oui, en fait, moi je pense qu'il intéresse à chaque fois dans le genre, c'est toujours ces personnages solitaires, quoi, que ce soit dans le western, que ce soit dans le film de vampire, c'est des gens qui sont hyper seuls. Et parce que c'est des icônes aussi, et qu'en fait on peut projeter dessus des choses et qu'ils vont projeter des choses en retour. Ouais, c'est ça. En fait, il prend ces figures-là et en fait, il exploite leur solitude. Enfin, dans Ghost Dog aussi, c'est un mec qui est vraiment extrêmement seul et en fait, c'est ça dont il tire sa substantifique moelle, je crois. Exactement. Et alors, on a parlé un peu de Tom Waits tout à l'heure, mais la musique tient quand même un rôle prépondérant dans les films de Jarmusch. Ouais, tout à fait. Effectivement, Jarmusch, au-delà de faire des films, c'est aussi un musicien. C'est quelqu'un qui a un groupe qui s'appelle Scourge, je crois, avec un musicien dont j'ai noté le nom parce que j'allais pas m'en souvenir, qui s'appelle Carter Logan, qui a sorti plusieurs albums et plusieurs EP. C'est de la musique à la fois psychédélique, jazz, rock. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. C'est une musique. Ça lui va tellement bien. Ouais. En fait, c'est un mec ultra élégant. Moi, j'adore Jarmusch pour ce qu'il représente, tu vois. Ouais, c'est un dandy. C'est un dandy, mais tu vois, c'est pas Ariel Wiesman. Enfin, pour les gens qui connaissent Ariel Wiesman. T'as dit quoi ? C'est pas Ariel Wiesman. Enfin, mais le parallèle est osé. Non, parce qu'on dit souvent que ce genre de mec peuvent être des dandys, mais je trouve qu'il a vraiment une sorte un supplément d'âme, Jarmusch, qui moi me touche. Et c'est effectivement, la musique joue un rôle, enfin une place importante dans ces films. Il l'a dit même plusieurs fois en interview, en expliquant que le film est conçu comme soit un personnage, soit un élément du scénario à proprement parler. Dans Only Lovers Left Alive, il a même cherché pendant des mois et des mois une guitare qu'il voulait absolument mettre comme personnage en fait dans le film, qui est la guitare qui est jouée. Parce qu'il construit ses films autour même des musique. Instruments, de la musique et autour des instruments. Dans Don Bailo, je crois que c'était Tom Waits ou John Lurie, je sais plus, un des deux, ou qui en fait le plan d'ouverture du film est sur une chanson, justement pour mettre en valeur à la fois son histoire mais surtout la chanson qui avait été composée. Don Bailo, qui est un groupe de punk qui a été formé suite à l'écriture du film, qui est un groupe de punk assez culte, qui a été formé en 89 du coup après la sortie du film, donc comme quoi le mec a aussi inspiré la musique, c'est assez ouf. Bref, pardon. Non, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, c'était très pertinent, Laurent. Merci, tu me donnes des bons points. Dans Deadman, il avait confié en fait la composition de la bande originale à Neil Young, et Neil Young a improvisé en fait la musique en voyant les images. Donc c'est comme un personnage en fait à travers le film. Et ce qui me plaît le plus aussi dans les films de Jarmusch au niveau de la musique, c'est qu'il laisse une place dans son film à des longues scènes et des longues séquences musicales. Dans Only Lovers Left Alive, il y a cette magnifique chanteuse qui s'appelle Yasmine Adam qui va chanter pendant presque 10 minutes dans un port à Tanger, et je trouve que c'est un moment vraiment hors du temps et incroyable. Moi j'ai découvert cette chanteuse comme ça et je continue encore à l'écouter. Il y a une magnifique scène de flamenco qui va durer aussi 5-6 minutes dans Only Lovers Left Alive, ou simplement dans The Limits of Control, où Isaac de Bancolé passe juste dans une rue, s'assoit et écoute quoi. Et je trouve ça vraiment génial. Là même dans le dernier, il retrouve une cassette. D'ailleurs j'avais jamais vu ce format de cassette alors que c'est quand même censé être mon métier, mais là je l'ai pas. Et c'était la chanson préférée de la mère dans le dernier segment, et il l'écoute, et en fait ils mettent quasiment l'entièreté de la chanson dans un voyage en voiture. Et voilà, je trouve que cette importance presque à la
la fois sur la musique, sur la composition et presque matériel par rapport aussi à la musique, c'est-à-dire aux instruments, à la manière dont la musique est jouée, les vinyles dans le dernier film notamment. Il a un gros fétiche des objets un peu rétro comme ça, des cassettes, des bandes. Mais en même temps, c'est pas pour être rétro, tu vois, c'est vraiment un passionné. C'est pas passéiste du tout. Et c'est quelqu'un qui a aussi réalisé beaucoup de clips et qui a fait des clips notamment pour Talking Heads. Enfin, c'est toute cette veine-là aussi à la fois de la New Wave aux États-Unis et qui va faire appel à Jarmusch aussi pour réaliser ses films, au raconteur, à Cat Power, à Tom Waits forcément. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un pied complètement à la fois dans le cinéma et dans la musique, mais avec toujours une forme d'élégance qui lui est propre. Et qui intègre aussi beaucoup les chanteurs au casting, même sans jouer des rôles. Enfin, Iggy Pop a beaucoup tourné dans les films de Jarmusch. Tom Waits, John Lurie, il a fait un documentaire sur Iggy Pop. Oui, il a fait un documentaire sur Iggy Pop, effectivement. Ouais. Comme Paul Thomas Anderson un peu. Comme Paul Thomas Anderson. Mais Paul Thomas Anderson est plus et moins indépendant que lui, je dirais. Non, je voulais juste dire sur le rapport à la musique. Ah oui. C'est quelqu'un aussi qui filme les clips, qui ensuite ramène les acteurs et les actrices, genre notamment Hyde. Ouais, mais c'est plus prononcé quand même, je trouve, chez Jim Jarmusch. Il est pas dans un truc passéiste non plus. Je sais qu'il s'intéresse quand même à la nouvelle génération. Et je me souviens qu'il avait fait une sortie, je sais plus si c'était sur les réseaux sociaux, dans l'interview, où il avait découvert le dernier album de Billie Eilish. Ouais. Et il avait trouvé ça incroyable et il voulait le dire à tout le monde, tu vois. Et je trouve ça vachement touchant en fait que. Mais de pas dire la musique d'avant c'était mieux, machin. Et le fait en 99 confier la BO entière de Ghost Dog à RZA de Wu-Tang Clan, c'était déjà ça, en fait il est ouvert à plein de genres musicaux quoi. Et il va bientôt fêter ses 73 ans. Bravo, notre cher Jim Jarmusch, puisque je fais pas du tout les choses. Il est plus vieux que Bellatar. C'était vraiment pas pour la blague, c'était sincèrement pour dire que ces deux cinéastes, je les imagine pas dans la même génération. C'est vrai. C'est ça que je voulais dire, c'était pas parce que Bellatar est mort, juste parce qu'on vient de rappeler son âge. Puisque je fais pas du tout les choses dans l'ordre, je vais vous dire maintenant les réponses qu'on a eues quand on vous a posé la question sur les réseaux sociaux de savoir quels étaient les films de Jarmusch que vous aviez aimés. On a eu beaucoup de réponses. On a eu Down by Law assez massivement. Et des gens qui l'écrivent en majuscule, qui nous disent de loin, enfin visiblement c'est un des films vraiment qui a marqué. On a eu Ghost Dog, Mystery Train, Only Lovers Left Alive, Unpopular Opinion, The Dead Don't Die, qui est son film de zombies, qu'on n'a pas cité je pense parce que personne je l'ai cité tout à l'heure mais en revanche je l'ai pas vu. On a eu plusieurs fois Patterson, Broken Flowers, Strangers in Paradise et une demande de mariage pour Yuri. Tu es visiblement un film de Jarmusch. Est-ce que je vous demande à vous, alors quels sont peut-être vous trois surtout qui vraiment connaissez bien sa filmographie, ce serait lequel que vous recommanderiez à des gens qui connaîtraient peut-être pas bien la filmographie de Jarmusch? Ah ouais, donc c'est pas la même question en fait. Alors votre préféré et celui que vous recommanderiez? Bah remarque, moi c'est peut-être le même. Moi mon préféré de loin c'est Ghost Dog. Vraiment, je trouve que c'est la perfection ce film et je le trouve assez accessible et. Il est giga accessible. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est aussi une bonne. Ghost Dog, la voix du samouraï donc. J'aime aussi beaucoup Night on Earth, mais il est peut-être un peu moins bien pour commencer. Je suis pas forcément. Avec Nick Cave d'ailleurs. Oui, Rita. Night on Earth, c'est le film qui se passe dans un taxi, enfin dans 5 taxis, dans 5 moments différents sur le monde. Moi, je l'ai découvert comme ça parce que la Cinétech, super plateforme, l'avait mis dessus et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et j'avais 19 ans et j'avais pas vu beaucoup de cinéma de patrimoine. Bon, donc je pense que c'est quand même une bonne porte d'entrée. Bah effectivement, Ghost Dog, enfin, tous ceux que tu viens de citer sont super bien. Moi, après, c'est dur de choisir parce que dans différentes périodes des cinémas de Jarmusch, j'ai envie d'en choisir un. Dans ces derniers, je dirais Patterson parce que ce film m'a profondément touché. Et sinon, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, The Limits of Control, c'est vraiment le film par lequel je suis rentré dans Jarmusch aussi, donc je dirais The Limits of Control. Et Yuri? Donc on a déjà tous cité Ghost Dog beaucoup trop souvent. Broken Flowers est aussi un très beau film, plus simple peut-être, plus humble et moins... on va dire moins axé sur l'expérimental, mais qui est un joli film avec un très beau rôle de Bill Murray. Voilà. Et bah très bien, ça nous fait plein de films de Jarmusch à découvrir. On va enchaîner avec la suite du programme. Le deuxième débat ce soir, il n'y en a que 2 puisqu'on a parlé de pas mal de films en rattrapage de décembre. C'est Ma Frère de Lise Akoka et de Roman Guéret. Wesh ma rame, c'est comment? Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper les filles. Palpe-moi, je te pète dessus. Espèce de folle. Si toi aussi tu t'en vas, ton frère je le dépose chez les flics. Donc Ma Frère raconte l'histoire de 2 amies qui ont 20 ans. Elles sont amies depuis l'enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d'enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la place des Fêtes à Paris. À l'aube de l'âge adulte, elles devront faire leur choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. Rita, on va peut-être replacer que c'est les 2 cinéastes qui étaient derrière le film Les Pires. Et derrière la série, tu préfères? Et ben d'ailleurs, c'est les 2 comédiennes. Ah oui, c'est 2 comédiennes que tu préfères.
Exactement, c'est les deux comédiennes que je connaissais pas. Tu préfères avant de voir le film? Ah ok, parce que moi j'ai vu tout. Tu préfères et du coup quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit tiens c'est les deux, mais elles ont grandi. Et elles ont grandi, mais après dans le film elles sont quand même extrêmement jeunes. Elles ont 14 ans, non tu préfères? D'accord, là dans le film elles ont 17 ans, 18 ans. En fait non d'ailleurs elles ont 19 ans. Non, elles ont 20 ans d'après le pitch. En tout cas elles sont en première année à la fac. Et elles habitent toutes les deux encore chez leur famille. C'est ça qui est important, c'est que du coup c'est des adultes mais pas encore totalement indépendantes. L'une a une mère totalement absente qui délaisse sa fille et surtout son petit frère qui est vraiment un bébé. Et l'autre a une famille au contraire surprésente qui, notamment un frère, veut contrôler ses allées et venues et ses rapports avec les autres hommes. 100% toxique, qui est genre vraiment scandaleux. Oui, les deux sont toxiques. Non mais oui, les deux sont toxiques. Il y a une mère qui abandonne ses enfants et il y a un frère qui veut savoir si sa sœur elle couche avec des hommes. Voilà, si on veut rentrer dans le détail, mais elles ont des. Mais je laisse à Essian le côté très toxique parce que c'est pas du tout un film sur les liens toxiques entre des familles. C'est une comédie coming of age avec des pointes de moments un peu tristounes, mais c'est surtout une comédie coming of age. The coming of age, c'est le moment où les gens mûrissent et deviennent des adultes. Sur ces deux filles qui sont meilleures copines depuis l'enfance, on le comprend, qui ont grandi autour de la place des fêtes et qui vont devoir gérer des enfants qui sont plus jeunes qu'elles parce qu'ils ont genre 10 ans, 11 ans, mais qui sont quand même, ou même 12, 13 je pense pour certains, mais qui sont pas si loin que ça d'elles en fait. Et leur manière à elles de devoir les gérer en colo et de devoir faire les adultes face à des enfants qui eux essayent aussi de faire un peu les adultes et qui essayent de s'inventer des manières d'interagir qui sont ceux d'adultes, pour le dire comme ça, et je trouve que c'était trop joli. J'ai eu vraiment un grand plaisir à découvrir ce film. J'ai pas vu Les Pires et j'ai pas vu Tu préfères. Donc c'est mon initiation avec ces deux réalisatrices qui, il me semble, se sont rencontrées en faisant la direction de casting ensemble. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Coach enfant et directrice de casting enfant à la base. Et alors tu le sens tellement parce que vraiment j'aime pas les films avec les enfants dedans parce que la plupart du temps parce que c'est soit on les rend adultes et t'as des enfants qui parlent avec des dialogues écrits par des adultes et t'es là mais qu'est-ce qui se passe, soit on essaie d'essayer de comprendre comment les enfants se parlent entre eux. Là c'est ni l'un ni l'autre, là c'est vraiment des enfants qui se parlent entre eux et t'y crois à 1000%. Et il y a des moments où ils sont hyper cruels et il y a des moments où ils retombent en enfance et il y a les moments où certains faisaient les adultes tout le film et puis tu réalises que pour s'endormir ils sucent leur pouce. Enfin il y a c'est trop doux et beau et drôle et alors il y a certains poncifs du cinéma indé français sur notamment quand tu passes sur la relation entre les deux copines et sur comment elles vivent leur vie, mais j'avoue que je m'en fous parce que rien que les scènes de colo sont trop drôles et j'ai pas grandi avec Nos Jours Heureux. Je l'ai vu adulte et j'ai trouvé ça marrant, mais c'est pas la même chose que d'avoir grandi avec, mais tu sens 1000 fois les inspirations. Ah oui. Et juste le fait que je crois en ces deux personnages et je l'ai beaucoup dit ce soir, j'ai l'impression de croire en des personnages, mais je trouve que c'est important pour rentrer dans un film. Surtout un film qui est très naturaliste comme ça, parce que c'est un film dont l'histoire en elle-même n'est pas si importante que ça, parce que c'est vraiment pour les moments de vie entre ces personnages et je trouve que c'est vachement bien géré. Et il y a même un moment où j'ai quasi pleuré d'émotion face au discours de qu'est-ce que c'est être un enfant et quand tes parents sont pas hyper à la hauteur, ce qui est pas du tout mon cas par ailleurs, mais j'ai vraiment j'étais avec elle quoi. Voilà. Laurent, est-ce que toi aussi ça t'a ému et beaucoup fait rire, ma frère? Beaucoup fait rire, oui, ému moins. En fait, je trouve que le film a pas mal de enfin pas mal de défauts, a quand même deux gros défauts qui sont un peu difficiles et qui plombent un peu, je trouve, l'ensemble du film. C'est que déjà c'est comme tu l'as dit, c'est la volonté de faire comment dire, c'est la volonté de faire Nos Jours Heureux réactualisé avec une fibre beaucoup plus sociale et avec une fibre beaucoup plus film d'auteur français, et donc avec certains tropes de films d'auteur français que je trouve un peu lourds. Déjà il y a le fait qu'il n'y ait pas du tout d'intrigue, que c'est vraiment un truc très très psychologique sur qui sont ces personnages, etc., que c'est extrêmement chronique. Dans un truc comme Nos Jours Heureux, par exemple, ça marche. Je vais dire, c'est très chronique aussi. Oui, ça marche, mais parce que c'est un vrai rythme de comédie. Oui, c'est une très grosse comédie. Donc en fait, il y a vraiment des gags tout le temps, et donc ça avance, il y a des trucs très absurdes et tout. Là, c'est un film qui est très différent, qui est beaucoup plus réaliste, et qui est pas du tout construit comme une comédie, qui a heureusement des moments vraiment à hurler de rire. Moi, il y a vraiment des trucs que je trouve brillantissimes et vraiment très très drôles, qui font que du coup, il y a vraiment des moments super, notamment avec ça, le fait que ce soit très drôle et le fait que
les dialogues sont extraordinaires et on sent vraiment qu'il y a un taf de dialogue de fou, ou en tout cas ils ont laissé ces très jeunes acteurs et actrices surtout en fait même parler comme il fallait parler, et je trouve que c'est brillant et c'est très rare et qu'il faut vraiment le signaler, que les actrices sont extraordinaires, les gamins et en particulier les 2-3 actrices principales. Amal Bent est super dans le film et parler d'Amal Bent et les 2 actrices principales sont extraordinaires. Enfin, clairement elles vont avoir des prix de révélation, des trucs comme ça. Enfin, clairement ça leur pend au nez. Moi, mais c'est déjà super. Elles sont toute gamine. Elles sont vraiment brillantes. Même le personnage de comment il s'appelle déjà, Diamaté, je crois, que je la trouve un peu moins bonne. Mais qui a aussi parce que c'est le rôle le plus difficile, donc vraiment bon, bref, c'est vraiment pour le coup c'est très bien fait là-dessus. Problème, je trouve, de rythme, parce que du coup on s'emmerde un peu parce qu'en fait il n'y a pas le rythme de comédie et qu'il y a le côté très chronique, et problème de réal, c'est-à-dire que vraiment je trouve qu'en termes de réal c'est plutôt assez moche, qu'on filme tout à 25 cm, que c'est pas très intéressant. 25 cm des visages, tu veux dire? Voilà, qu'on fait tout à 20 cm des visages, que c'est pas très intéressant, et que t'as vraiment des moments assez vite, en fait. Moi, j'ai trouvé ça un peu pénible, parce qu'on est vraiment dans un truc de base de film français, alors que franchement, s'il y avait eu au moins un peu d'intrigue ou un truc qui m'aurait tenu moi sur le film, plus un truc visuel qui aurait été quand même un peu plus solide, ça aurait été un chef-d'œuvre, quoi. Ça aurait été vraiment brillant. Donc il y a un côté un peu de déception, de se dire que c'est dommage de pas réussir à faire ça quand vraiment t'arrives à faire des trucs de ouf sur les dialogues, sur le casting, sur les personnages, sur certaines situations, sur des trucs vraiment brillants et très drôles. Donc si vous êtes prêt en fait à accepter ces défauts peut-être un peu des risques d'ennui qui peuvent éventuellement arriver. C'est quand même court, je précise, c'est pas... Enfin, ça dure 1h50, quoi, bon, quand même. Donc c'est pas si court. Ok, c'est que je me suis pas ennuyée. Je trouve que voilà, c'est un mais petit peu... il y a quand même enfin pour le coup, il y en a une qui gère un truc amoureux que je trouve qui tient assez. Et qui je trouve hyper couillu de faire d'ailleurs. Félix, ma frère, est-ce que tu... Félix, ta frère, ouais. Félix, ma frère, alors. Au-delà du fait que je trouve le titre super moche. Non. Le titre est super moche. Super. Bah alors Félix, le titre il est super ou super moche? Ouais, moi j'aime bien le titre. Et le film? Je suis passé à côté du film, je crois. Alors c'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Je suis désolé, je vais faire. T'as pas trouvé ça marrant? Y a pas des trucs qui t'ont fait beaucoup rire? Il y a des trucs qui m'ont fait marrer. Si. Le dernier obus, c'est un nazi. Je trouve que non, mais il y a des trucs qui sont super. Et les gamins sont super, le casting est super. Enfin, en vrai, je suis très d'accord avec plein de trucs que vous avez dit. Moi, c'est juste que et en vrai, le côté chronique, pas d'histoire, ça me dérange pas. Parce que justement, je trouve que c'est marrant et je trouve que eux-mêmes en fait racontent des trucs. Enfin, je trouve que les gamins racontent plein de choses en fait. Et j'aurais aimé voir un documentaire en fait sur ces gens, je crois. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a un côté hyper dirigiste dans les dialogues justement, et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que il y a des moments de teen movie, de coming of age où vraiment on est juste focus là-dessus. Et c'est genre un tel qui a envie de pécho un tel et en fait pas trop et machin, et ça c'est génial. Et à côté de ça, le film, et je trouve qu'en fait c'est genre bien 50% du film, enchaîne un peu des séquences où, comme il n'y a pas de mise en scène, tout passe par les dialogues, et l'idée c'est d'aborder des thématiques et de montrer en fait un discours. Il y a des passages assez lourds. Un discours sur tel et tel sujet de société, et montrer que ces gamins, et ben en fait ils sont grave en avance sur tout le monde. Et j'avoue que ça, moi ça m'énerve, parce que je sens que les gamins ils sont pas à l'aise avec ce qu'on leur fait dire. Et ça pour le coup, les gamins, je suis pas trop d'accord avec. Moi vraiment, il y a plein de moments, et donc notamment parce qu'il y a un... C'est plus le côté adulte que je trouve un peu plus lourd. Mais bon. Je trouve qu'il y a vraiment des phrases où j'ai senti un décalage, et justement je trouvais que la fluidité des gamins en fait était plus du tout là, parce que j'avais l'impression qu'on leur forçait, on leur mettait des mots dans leur bouche qui... Manon, il faut parler dans le micro. Avec une oreillette, je crois, et elle leur donnait les instructions de ce qu'il fallait qu'ils se disent avec une oreillette, il me semble. Ouais. Donc c'était pas genre de l'impro, c'était... Ah d'accord, ok. Et du coup, je pense qu'il y a plein de moments où en fait on les guide un peu, mais ils sont relativement libres, et du coup c'est les moments où coming of age et ça fonctionne. Et dès qu'en fait on essaie d'aborder des sujets de société, déjà je trouve qu'en fait on ne fait que les aborder, on souligne un discours, on te le balance à la gueule, et je vois pas l'intérêt, surtout quand tu regardes. Moi j'ai regardé la salle autour de moi, je pense que tout le monde est d'accord avec ce que le film dit. Mais quel type de discours par exemple? Tout le côté hyper progressiste, tu vois, sur les gamins qui sont en mode non mais c'est Yale machin truc, en fait tout ça je trouve ça fabriqué de ouf, et j'y crois pas. Alors que moi j'aurais la personne qui est non binaire dans le film, tu trouves ça fabriqué ce moment?
Je trouve que le personnage n'est pas fabriqué, mais je parle des réactions. Je trouve que la réaction des gamins par rapport à ça. Moi, exactement. Je trouve ça tellement réaliste et incroyable. Et je trouve que justement le personnage de Shai, par exemple, qui est une des deux et qui a un problème entre guillemets et qui sait pas comment se placer par rapport à ce personnage, et elle demande à tout le monde mais comment faut l'appeler, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, ça j'y crois, je trouve ça hyper intéressant. Et le fait que les gamins qui ont 10 ans de moins lui répondent avec des phrases qui sont clairement des phrases dictées dans une oreillette par une adulte, moi ça j'ai du mal et j'ai un problème. Et j'aurais en fait adoré, de la même manière qu'il y a une scène qui est assez extraordinaire dans le film où il y a une rescapée de la Shoah et il y a justement des gamins qui lui posent des questions, et c'est des questions de gamins, donc c'est hyper hardcore sur la mort, sur machin. Moi j'aurais adoré avoir justement cette confrontation avec cette personne non binaire et ces gamins qui lui posent des questions sans le filtre justement adulte, pour avoir un ressenti qui aurait été, je pense, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vrai, et aborder des questions qui, je trouve, en fait, sont plus intéressantes que simplement montrer que, en fait, ils sont hyper progressistes, machin, dans une démarche qui plaît vachement aux institutions, de montrer que les gamins de cité, en fait, ils sont, et très bien fine avec ça, mais je trouve du coup que le film est assez fabriqué à ce niveau, et pour un film ce dont tu parles là, c'est pas un élément très important quand même. Moi je l'ai noté à plein de moments en fait, en vrai, et je vois Manon qui hoche la tête, donc je vais te passer la parole. Alors tu veux dire en fait, je veux dire, à quel moment dans ce film de Colonie de vacances on parle de transidentité et de rescapé de la Shoah, animateur qui est non binaire et qu'en il y a un moment il y a une sortie scolaire qui est clairement une ressuscité, un hommage du musée de la pantoufle de nos jours heureux, plus important dans un musée sur la Shoah. Faut pas se passer, ça fait pareil les pantoufles et la Shoah. Ça se passe dans la Drôme, il y a eu beaucoup de résistance aussi, donc il y a tout un truc. Si vous nous écoutez jusqu'ici, bonsoir. Non, et aussi, juste parce que Félix, tu parles les gens qui nous écoutent savent pas forcément d'où tu parles, et juste le fait que tu dises que ça te saoule qu'on mette des discours. Ce qui te saoule pas, c'est pas que les gens sont, c'est pas que les gens sont non binaires ou qu'on parle de la Shoah. Non, mais parce que la dernière évident fois. de pas le préciser. Ouais, mais tu rigoles, mais il y a un commentaire un jour qui a allumé Laurent en disant qui était d'accord avec Laurent et qui aimait pas que je reprenne Laurent sur. Donc qui t'a allumé toi en fait. Oui, bah allumé moi, pardon. Moi c'est bon, j'ai chopé tous les boomers un peu. Mais tu vois, par exemple, Laurent n'est pas d'accord avec la colonisation, je me permets de le dire, parce que je suis globalement pas d'accord. Et Félix n'est pas transphobe. Voilà, exactement. C'est juste que genre j'aime pas qu'un film d'ailleurs ait un discours de droite ou de gauche, qu'on me le balance. Oui, mais tu l'as dit, le vrai problème c'est qu'il n'y a pas de mise en scène. J'ai besoin d'avoir de la place, moi spectateur, pour m'approprier les images, et effectivement là il y en a pas, et du coup c'est que les dialogues. Et que ça dépasse l'intention et que ce soit incarné dans un récit. Voilà. Exactement, parce que du coup je trouve que ça raconte rien des personnages. Manon, alors tu hoches énormément la tête et il me semble que Nos jours heureux est du côté est un de tes monuments. Vraiment, sur le papier, il y a clairement influence à l'abordage de Guillaume Braque. D'ailleurs, ils partagent une même co-scénariste. Ça se passe dans la Drôme. Enfin, clairement, il y a plein de choses qui font hyper penser à ce film. Et c'est clairement une modernisation de Nos jours heureux. Donc moi, vraiment, sur le papier, tout pour moi. Et en plus, il s'avère que j'avais énormément aimé Les Pires et que j'adore ce projet qu'elles ont. Donc, ces deux filles qui sont anciennes coachs d'enfants et directrices de casting enfants, de filmer l'enfance dans différents lieux. Donc, Les Pires, c'était sur un tournage avec des enfants, acteurs, amateurs. Et c'était dans le Nord ? Dans le Nord, dans une cité dans le Nord. Et donc là, c'est une colo dans la Drôme d'enfants qui viennent du 19e arrondissement. Et moi, j'aimerais qu'elle décline ça genre dans tous leurs prochains films. Enfin, je trouve ça passionnant. Mais je trouve que vraiment, dans Les Pires, il y avait vraiment un supplément d'âme parce qu'il y avait vraiment un espèce d'examen de conscience de l'industrie du cinéma et qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qu'on vient chercher, qui ne sont pas du tout acteurs. Voilà. Là, pour moi, c'est vraiment des filles qui connaissent extrêmement bien l'enfance et les enfants, et j'aurais aimé peut-être un peu plus de subtilité effectivement sur l'enfance que dans ce film-là, qui a un peu le cul entre deux chaises, je trouve, entre le côté comédie, où il y a vraiment plein de choses qui font penser à Nos jours heureux, genre Suzanne Debec qui fait l'animatrice un peu genre décalée, elle est géniale, j'aurais aimé la voir tellement plus, et c'est tellement Caroline de Nos jours heureux. Il y a le truc au musée de la Shoah qui là est beaucoup plus émouvant que le musée de la Pantoufle, mais enfin bref, il y a plein d'hommages comme ça. Ça va être coupé par Félix et mis dans l'intro. Est-ce qu'on peut être d'accord que ta position, c'est que la Shoah c'est plus émouvant que les pantoufles? Voilà. Oui. Voilà. Cool. Et je crois que j'aurais vraiment aimé que ce soit un peu plus, ça verse un peu plus vers la comédie, parce que je trouve que les moments de comédie avec les enfants sont géniaux. C'est des très grandes directrices d'enfants, ça c'est clair, il n'y a pas de sujet. Mais je trouve qu'elles veulent faire rentrer un peu trop de sujets sociétaux un peu au forceps. Et moi j'aurais aimé qu'elle filme juste en fait cette colonie qui est en soi une mini-société, une micro-société à elle-même. Et en fait on en apprend beaucoup, je pense, sur les personnages juste en les filmant dans cette arène de la colonie. Et là je trouve qu'on les ramène trop à leur drame, à l'extérieur. Enfin, je trouve que ça est un peu dommage, et du coup il y a un rythme assez mal géré, je trouve, entre ce côté drame sociétal français et ce film de colonie que j'ai vraiment beaucoup de vacances, pardon, colonie de vacances, que j'ai adoré. Ta position, c'est que tu préfères les colonies de vacances
Aux colonies. Le temps béni des colonies. Non, mais qu'on soit sûr. Ça commence bien, les gars. Je suis en forme. Donc voilà ce que je pense. Je vérifie juste si je m'étais pas noté des trucs en plus, mais C'est sur un autre sujet. Mais non, voilà, globalement, petite déception. J'attendais beaucoup ce film et. Là, début 2026, un peu. Ouais, attends, mais un peu morose. La femme de ménage, hein. Ouais, finalement, il y a que des films que je n'attends pas. Aucune parce attente. que là, un peu dur. Mais non, mais on passe une super séance. Il y a plein de choses très drôles et très émouvantes. Mais c'est un peu sévère en vrai. Je trouve que les enfants. C'est un film qu'on recommande quand même. Très bonne séance. C'est un film qu'on recommande quand même. Pardon, ma voix est en train de. Non mais. Oui, on le recommande, mais voilà. Les enfants Merci sont pour la un peu traduction trop... parce que c'était pas clair. Ouais. sont un peu trop. Soit ils sont là pour nous émouvoir, soit nous faire rire, mais je trouve que ça manque un peu d'épaisseur sur l'écriture de ces personnages enfants qui sont clairement le cœur du film. Et ben donc on vous encourage quand même à aller découvrir ce Ma Frère au cinéma. Et avant de terminer cette émission, la première de 2026, je vais peut-être y succomber. C'est l'heure de la carte blanche et c'est encore à moi de parler. Jingle. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Je vais profiter de cette carte blanche pour envoyer une bouteille à la mer car j'aimerais savoir s'il y a au moins une autre âme sériephile qui partage ma déviance. Voilà, je passe aux aveux, j'aime prendre les séries en cours de route, c'est-à-dire pas par leur début. Et j'ai eu beau faire des recherches, consulter des forums, demander même à ChatGPT, je n'ai pas trouvé le moindre témoignage de cette habitude de visionnage. Du coup, j'ai eu un petit vertige et je me suis demandé si j'étais seule au monde. Donc si jamais... Je peux te répondre oui. Oui, non. C'est très bizarre. Donc si jamais vous reconnaissez dans ce que je m'apprête à décrire, par pitié, envoyez-moi un signe. Alors, je sais, prendre une série en cours de route, déjà, c'est pas si extraordinaire que ça, c'est même assez répandu. On l'a tous vécu au moins avec les dessins animés de notre enfance et quelques séries qui passaient à la télévision. Mais à l'ère du streaming et du replay, ça semble une époque révolue et surtout la différence entre vous et moi, a priori, c'est que moi, j'aime ça. Pour vous donner une idée de l'étendue des dégâts en mettant de côté l'animation, je peux déjà dire que je n'ai pas commencé par leur début. Grey's Anatomy, Desperate Housewives, Game of Thrones, Un village français, Engrenage, Dr House, The Shield, Sons of Anarchy, Friends, Glee, X-Files. Et franchement, je pourrais continuer longtemps. Mais le plus surprenant là-dedans, c'est que j'ai surtout identifié plusieurs avantages à ne pas commencer une série par son début. Alors le premier avantage et le plus évident, c'est l'opportunité de rattraper un train en marche si on l'a raté à son départ en gare pour faire partie de la discussion sans s'astreindre à un rattrapage titanesque. C'est un peu flemmard, je le conçois, mais vous avez ce droit. Ensuite, c'est le plaisir de savoir qu'il nous en reste un petit peu pour après, c'est-à-dire qu'une fois la série terminée, contrairement aux autres spectateurs, nous, on n'en a pas complètement fini avec elle. On va pouvoir remonter à la source du récit, aux origines des personnages. Alors ça, pour le coup, c'est pas sans risque parce que évidemment, nous, entre-temps, on s'est fabriqué une version mentale de ce que devait être ce début, et donc le regarder pour de vrai, c'est un peu comme voir l'adaptation d'un livre qu'on a lu. Il faut ajuster notre imaginaire à ce qu'on a sous nos yeux, et parfois on est déçu. Je pense par exemple à Engrenage. Si vous souhaitez regarder cette série, faites comme moi, commencez par la saison 2, c'est beaucoup mieux. Mais à l'inverse, quel bonheur de découvrir rétroactivement les pilotes de Desperate Housewives, de Grey's Anatomy ou d'Un village français, de rencontrer les personnages dans leur état initial, dans leur réalité d'avant. Et c'est d'ailleurs souvent une invitation à regarder la série une deuxième fois, en étant absolument sûr que ce deuxième visionnage différera du premier. J'en viens à la raison la plus subjective et discutable, mais qui est aussi ma préférée. Quand vous prenez une série en cours de route, vous êtes obligé de faire un effort d'adaptation, voire même de décodage. Vous arrivez devant une scène sans mode d'emploi, sans précédemment avant. C'est l'expérience de l'immédiat stress. Vous êtes jeté au milieu de l'histoire sans contexte sur les personnages et les règles de leur monde. Ça vous demande un visionnage actif, de faire des projections sur ce que vous voyez. Et parfois, vous avez bon, parce qu'une seule tranche de scène contient toute l'ADN d'une série ou qu'un personnage vous apparaît immédiatement dans toute sa complexité. Ça d'ailleurs, ça pourrait être un assez bon test d'écriture pour les apprentis scénaristes. Et parfois, vous êtes complètement à côté de la plaque. Exemple, vous investissez émotionnellement dans la relation entre deux personnages sans avoir le recul nécessaire pour savoir que, selon toutes les conventions dramaturgiques du monde, eh bien non, ils ne sont absolument pas censés finir ensemble, probablement parce que le héros ou l'héroïne a un chemin tout tracé qui lui dit de terminer avec un autre personnage. Mais ça, vous ne le savez pas encore, et en plus, vous vous en fichez parce que c'est là que réside une partie du plaisir, dans le fait d'échapper un temps au code narratif, d'aimer les mauvais personnages, les mauvaises relations, les arcs narratifs qui n'étaient pas faits pour durer.
vous regardez la série sans le bagage qu'elle promet, de ce qu'elle prépare, de ce qu'elle est censée raconter. Il y a une liberté là-dedans, celle de décider ce qui compte et de boucher les trous de votre compréhension avec votre imaginaire. Enfin, prendre une série en cours de route, c'est souvent un peu comme goûter dans l'assiette du voisin au restaurant. La plupart du temps, ça commence comme ça. Vous rentrez du lycée, de la fac, du travail, et quelqu'un, votre frère, votre sœur, votre coloc, votre ami, votre conjoint, est en train de regarder une série. Et sans vouloir l'interrompre, par hasard ou par curiosité, vous vous retrouvez à vous pencher par-dessus son épaule. C'est ce même réflexe que quand vous louchez sur l'écran du voisin dans le train ou dans l'avion, mais avec le son et la possibilité d'y revenir. Et dans un monde où on est en permanence saturé de nouvelles sorties, de recommandations de la série qu'il ne faut surtout pas manquer, et où les algorithmes nous poussent à rester dans le même couloir de nage. Oh tiens, regarde cette série qui a 98% d'ADN commun avec celle que tu viens de dévorer. Eh bien, prendre une série en cours de route, c'est une petite échappée, parce que c'est souvent synonyme de découvrir une série qu'on n'aurait probablement jamais commencé par soi-même, soit parce que sur le papier, elle nous appelait pas en tant que spectateur, soit parce que le trop grand nombre d'épisodes nous avait découragés, peu importe. Y rentrer par une porte dérobée, à son rythme propre et par le biais de ses projections à soi, c'est s'offrir beaucoup plus de chances de sortir de notre zone de confort et de faire peut-être une vraie découverte. Voilà, si je ne suis pas seule, dites-le moi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir, on vous répondra dans le courrier des auditeurs de la semaine prochaine. Et en attendant, belle semaine.